Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter comment construire votre propre NAS pour moins de 150 €. Oui, c'est faisable, surtout quand on voit les prix à l'heure actuelle des solutions qui sont proposées sur le marché. Un NAS à moins de 150 €, c'est pas évident, on n'en trouve très clairement aucun avec du stockage en interne. Et bah là, on va simplement utiliser un vieux PC de bureautique, donc c'est 100% de la récup, 2 disques durs pour pouvoir justement en fait exploiter une technologie RAID pour sécuriser vos données de façon efficace et de n'avoir aucune perte de données dans le cas où vous avez un disque dur qui lâche. Donc là on va utiliser un RAID miroir et c'est ce que je vais vous présenter dans cette vidéo. Comme je l'ai dit juste avant, les solutions que l'on retrouve sur le marché qui sont dites clés en main, que ça soit proposé du coup par Synology, par QNAP, par Asustor ou autres, sont certes des solutions qui sont faciles de configuration, qui sont ultra instinctives, qui sont en termes d'utilisation aussi très simples, mais finalement qui sont peu évolutives. Vous restez enfermé dans un système d'exploitation donc fourni par le constructeur et bah finalement elles coûtent quand même très cher. Et c'est ça justement où moi j'ai voulu pallier à ce problème là en utilisant une configuration vraiment du coup basique qui ne pourrait même plus être utilisée pour du jeu mais qui va pouvoir être utilisée pour la bureautique pour pouvoir le transformer en un NAS et pouvoir sécuriser vos données. Là à l'heure actuelle j'en ai eu pour 150 €, c'est-à-dire 90 € pour la partie du PC et après simplement 2 autres disques durs de 2 Tera chacun. Ce sont pas les mêmes numéros de série, ce sont pas les mêmes choses. Malheureusement, je n'ai pas pu trouver sur le bon coin des disques iWoneWolf ou des Western Digital Red qui sont des disques qui de base sont dédiés pour la partie NAS et stockage serveur. Là, on va utiliser les Seagate Barracuda à Green en 7200 tours. Mais avant de commencer cette vidéo et avant de vous présenter toute la partie configuration et l'installation et l'utilisation finalement de ce NAS, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est YourCDKey. Donc, je vous mets un timecode si vous souhaitez passer la sponsor. Sinon, je vous dis à dans une minute pour le début de la configuration de ce beau petit bébé. Et là, on se retrouve sur le site de VIP YourCDKey et ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 10. Donc là, il propose une clé Windows 10 Pro à 17,40 €. On fait acheter maintenant pour la mettre dans le panier. Puis on active avec la petite réduction. Donc le code MHT18. Donc MHT18. Vous cliquez sur accepter ou appliquer et ça vous fait la clé à 12,18 € à l'heure actuelle. Vous soumettez la commande, on va choisir le moyen de paiement, moi je passe par PayPal. Une fois que c'est fait et que c'est validé, et du coup vous allez directement dans le User Center pour pouvoir voir où est votre commande. Après vous cliquez sur voir la clé secrète, vous avez le détail, puis en dessous vous avez obtenir la clé, vous cliquez dessus et la clé apparaît. Après, on va simplement faire un copier-coller, puis on va ouvrir les paramètres d'activation de Windows. Vous allez coller la clé donc dans le champ pour pouvoir saisir la clé d'activation de Windows tout simplement, puis vous cliquez sur activer. Là, ça va chercher pendant quelques secondes et après, votre Windows est activé et tout ça pour moins de 13 € grâce à VIP YourCDKey. La sponsor étant passée, maintenant place à la configuration de ce NAS. Mais avant quand même, je vais quand même repartir sur des bases. Notamment, qu'est-ce que c'est qu'un NAS? Comment du coup en fait on va déterminer les différentes fonctionnalités de RAID, etc. Tiens à me préciser, cette vidéo a pour but de vulgariser et donc tous les techniciens, venez pas du coup en fait m'en mettre une balle dans la tête parce que justement j'essaye d'aller au plus court. C'est simplement pour que tout le monde puisse comprendre et que vous soyez tous logés à la même enseigne et arriver sur le plus petit niveau comme sur le plus gros niveau et que justement on puisse en fait être sur un pied d'égalité et que cette solution s'offre à tout le monde. Mais alors qu'est-ce que c'est qu'un NAS? Un NAS c'est tout simplement une unité de stockage en réseau. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir stocker vos données sur votre réseau, que ce soit en local ou même en externe, pour pouvoir justement du coup localiser physiquement donc dans cette unité de stockage vos données et non pas passer par un cloud, par un divers serveurs de gestion ou autre. Là vous localisez tout chez vous. Le principal intérêt d'un NAS, parce que vous allez me dire oui mais pour ça j'ai juste à mettre un vieux PC en fait dessus sur Windows et faire faire tout simplement un partage de dossiers ou une partition vraiment sélectionnée pour ça. Quel est l'avantage principal? Alors oui, vous allez me dire que sur Windows on peut aussi faire du RAID, mais là dans un NAS ça sera quand même beaucoup mieux géré et surtout avec des systèmes d'exploitation qui vont le gérer de façon plus clean, ça va être tout simplement d'utiliser, comme je l'ai dit, une technologie de RAID. À l'heure actuelle, il existe plusieurs technologies de RAID que l'on peut utiliser et c'est ce que je vais vous présenter dès maintenant. Mais un RAID, qu'est-ce que c'est? La définition littérale en français d'un RAID, c'est tout simplement le regroupement redondant de disques indépendants. Je vous ai perdu? Ouais.
En gros, c'est simplement le fait de pouvoir mettre différents disques du coup en même temps, avoir une seule unité de stockage, donc finalement les fusionner ou en fait les ajouter les uns avec les autres, mais de pouvoir avoir une redondance des données et du coup de pouvoir avoir une copie simultanée en fonction des raids que l'on aura choisi bien évidemment, et donc d'avoir à chaque fois des unités indépendantes qui vont finalement créer un seul groupe, mais dans le cas où vous avez une perte d'un disque indépendant, vous avez la possibilité de le retirer et d'avoir une constitution du coup de ce même groupe là en rajoutant un nouveau et de conserver vos données. Il existe plusieurs raids. On va avoir le raid 0, le raid 1, le raid 5, le raid 10 ou plutôt 1.0 au final. Ça va être des raids qui vont être les plus utilisés. Il y en a encore beaucoup plus, très clairement. Mais ce sont les principaux raids que l'on utilise à l'heure actuelle. Le raid 0 est pour moi le raid, j'allais dire, le plus simple mais le moins sécurisé, mais par contre le plus performant. C'est ce qu'on appelle un raid de moitié. En gros, il consiste à avoir une donnée copiée à 50% sur le premier disque, une donnée copiée à 50% sur le second disque. Ça vous permet de gagner en écriture parce que finalement les disques vont travailler tous les deux simultanément. Donc vous allez avoir deux disques qui travaillent exactement à la même fréquence en même temps. Par contre, dans le cas où vous en avez un qui crache, vous avez une perte des données. Le RAID 1 et le RAID miroir, qui pour moi est le RAID qui a le maximum de sécurité en fait à l'heure actuelle. En soi, vous avez tout simplement deux disques jumelés. Vous avez par exemple, donc dans notre cas, deux disques de 2 Tera. En réalité, vous allez avoir que 2 Tera de disponibles parce que tout ce qui est copié sur le premier disque sera automatiquement copié sur le second disque. Et c'est là où vous allez gagner en termes de sécurité parce que vous avez un seul des disques qui est HS. Vous l'enlevez, vous le remettez, on lance la récupération et vous avez perdu aucune de vos données. Maintenant, on va parler du RAID 5. Le RAID 5 est pour moi l'un des raids les plus compliqués à expliquer. Je vais vous mettre une vidéo aussi en description, d'accord, qui explique en 5 minutes tous les raids. Donc même si vous n'avez pas compris du coup ma façon d'expliquer là vis-à-vis des raids, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo parce qu'elle est vraiment très bien faite. Vous avez des petits dessins, etc. C'est super bien fait. Le RAID 5 est un raid de parité. Il est constitué au minimum de 3 disques. Chacun de ces disques-là sont divisés du coup en différentes couches, donc on va dire 3 couches par disque. Vous avez à chaque fois une couche de données, une couche de données et une couche de parité. La couche de parité au final va vous permettre de pouvoir récupérer vos données des autres disques. Je m'explique et on va le voir de façon là maintenant linéaire. En gros, sur le premier disque, dans la première couche, vous avez le A. Dans le deuxième disque, dans la première couche, vous avez le B. Et dans le troisième disque, dans la première couche, vous avez la partition de parité A et B. Dans le cas où vous perdez justement le disque où vous avez la couche de parité, vous pouvez justement, et vous avez toujours accès à vos données parce que dans le premier disque et dans le deuxième disque, vous avez toujours A et B. Et dans le cas où vous perdez un disque, donc par exemple le premier où vous aviez A, vous pouvez le reconstituer dans le cas où vous changez le disque avec la partition de parité parce que vous avez une copie et un protocole de récupération de vos données A et B. Donc c'est ce qui vous permettra justement de pouvoir le faire. Ça supporte très mal la perte de plusieurs disques. Pour ce type de raid, ou au même titre que pour tous les autres raids, au final, c'est ce qu'on va dire justement, et c'est ce qui est dit du coup à l'heure actuelle, il faut éviter de prendre à chaque fois des disques de même série. Tout simplement parce que si vous avez un défaut sur une série, finalement vous avez un risque que vos 2 disques, ou vos 3 disques, ou vos 15 disques soient morts tous en même temps. 10, donc plutôt le 1 plus 0, au final qu'est-ce que c'est? En fait c'est une grappe. Donc on va parler en fait en termes de grappe directement, et en fait il faut s'imaginer que c'est le fait de faire fonctionner plusieurs RAID 0, donc plusieurs duos de disques directement, qui sont eux générés en une seule et même unité et qui vont travailler finalement sous le processus du RAID 1, donc en 50-50. Ça veut dire que finalement, dans le cas où vous perdez une donnée, alors c'est beaucoup plus utilisé pour les entreprises, c'est beaucoup plus utilisé dans la point de vue général pour la partie sauvegarde, mais de gros dossiers, de gros documents, ça vous permet de pouvoir conserver la vitesse d'écriture et de lecture, de pouvoir faire travailler différents disques en simultané et du coup d'avoir à chaque fois une sauvegarde miroir de toutes vos données et donc de pouvoir sécuriser le maximum de vos données. Voilà, c'était un tour assez rapide vis-à-vis des raids. J'espère que vous avez compris. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais si ce n'est pas le cas non plus, n'hésitez pas à aller voir les différentes vidéos que je vous mets en description. Maintenant, on va passer à la partie configuration et la partie justement création du NAS. Pour ce faire, il faut tout simplement choisir un système d'exploitation.
Parce que du coup, c'est pas simplement en démarrant, en allant sur le BIOS qu'on va le faire. On va choisir un système d'exploitation. Pour ça, il y en a plusieurs. Vous pouvez passer sur des systèmes payants ou sur des systèmes gratuits. Moi, personnellement, du coup, j'ai choisi de partir sur un système gratuit qui s'appelle FreeNAS. FreeNAS est un système basé sur Linux qui vous permettra de pouvoir gérer votre serveur déjà d'une à distance via un autre PC, parce qu'une fois qu'on l'aura installé simplement via une clé USB, du coup on n'a presque plus aucune interaction à faire sur la machine. Donc vous pouvez la mettre, j'allais dire, dans un placard où vous avez du coup un câble réseau, ou même si vous souhaitez le mettre avec une clé Wi-Fi, vous pouvez, ou tout simplement l'exporter, ne pas le mettre du coup dans une pièce en fait d'usage commune, très clairement, mais ça vous permettra aussi de pouvoir avoir une évolution. Pourquoi j'ai choisi aussi un système basé sur Linux? C'est parce que vous avez aussi une énorme communauté qui travaille dessus. FreeNAS a été vraiment bien développé, il continue à être mis en avant, il continue à être développé. Dans le cas où vous avez un souci, vous avez une grosse communauté en fait dessus, donc vous allez avoir beaucoup d'aide au final, et c'est ça que moi du coup j'apprécie, parce que finalement dès qu'on est bloqué, vous avez simplement besoin de rechercher, de mettre votre message d'erreur du coup sur les forums ou autre, et vous avez de l'aide. Vous avez aussi un serveur Discord qui est dédié, vous avez leur chaîne YouTube où justement ça vous permet de pouvoir par exemple configurer des serveurs Plex ou autres en fait directement dessus, et vous allez voir que là ça vous permettra d'ouvrir beaucoup plus d'horizons sur cette configuration là et sur votre NAS qu'un simple serveur de stockage. FreeNAS, pour l'installer, c'est tout simple comme je l'ai dit, il suffit d'utiliser une clé USB et de passer après à la configuration, et c'est ce qu'on va faire dès maintenant. Et donc pour créer notre clé USB bootable, on va avoir besoin d'un logiciel qui s'appelle Rufus. Je vous mets directement le lien en description, il est gratuit. On va sélectionner après, une fois l'ouverture de Rufus fait, simplement la clé USB, puis après TrueNAS, donc là on l'aura téléchargé sur le site officiel. On le sélectionne, il nous dit comme quoi du coup c'est bon au niveau de l'OS. Tous les paramètres par défaut sont bons donc pour la création. Après vous cliquez sur démarrer, il nous dit attention comme quoi tout va être supprimé. Le lancement se fait, et là on a la création de la clé USB qui est en cours. One eternity later. Et là on va se retrouver avec la clé qui va être terminée, on n'a plus qu'à l'éjecter, notre clé USB est faite. Donc là on va tout simplement démarrer sur la clé pour justement après annihiler l'ancien OS qui était sur le disque dur que j'ai mis du coup à l'intérieur, parce que du coup il y avait déjà un OS. Donc là on se retrouve directement sur le BIOS de notre machine. On va être directement dans les options de démarrage, donc boot option. On va sélectionner notre clé USB. Une fois fait, on a simplement besoin de le sauvegarder, donc on tape sur F10, on fait entrer et on aura sauvegardé donc le choix et quitté au final le BIOS. Après ça va redémarrer donc tout simplement sur la clé USB. Attention, ça peut faire peur, il y a quand même pas mal de lignes de code etc ou autre, c'est normal. Ne vous en faites pas, ça reste normal. Ce n'est pas du coup en fait visuellement parlant ultra beau. Là on va sélectionner du coup la première option qui s'appelle Boot TrueNAS Installer, donc pour justement booter et partir directement du coup sur l'installation de TrueNAS. Donc ça va charger, on va avoir un petit temps de chargement en même temps. On se retrouve sur le système d'installation, donc on va taper sur 1 pour installer. On peut aussi faire une upgrade dans le cas où on a téléchargé une version supérieure. Là il nous dit comme quoi on n'a pas assez de mémoire, ce n'est pas grave. En soi avec 4 Go ça fonctionne, mais il nous précommande quand même les 8 Go, même si sur le site il nous disait 16 Go, là vous allez voir que avec simplement déjà les 4 Go, ça suffit du coup pour ce que l'on va faire pour cette vidéo là. Donc on clique sur Yes. Là, on en vient à l'étape de sélection de disque, là où on va installer TrueNAS. Vous voyez que j'ai mes deux disques de 2 Tera, plus que j'ai un disque du coup d'1 Tera. On va installer moi sur mon disque d'1 Tera. Par contre, pour sélectionner un disque, il faut taper sur la barre d'espace, puis après mettre sur OK. Si vous ne sélectionnez pas de disque, il va vous dire comme quoi il y a un souci. Pour vérifier comme quoi un disque est bien sélectionné, vous avez une petite étoile qui se met totalement à gauche au niveau du disque. Là, une fois qu'on a tapé sur OK, on va avoir du coup toute la partie déclenchement de l'installation qui va se faire. Ça peut prendre du temps, donc ne vous inquiétez pas, c'est tout à fait normal. Il me pose la question de savoir si je veux faire une upgrade de l'installation ou si je veux simplement repartir sur une nouvelle installation. Moi personnellement, là pour le bien de la vidéo, on va partir sur une fraîche install. Après vous faites yes, yes, là il va vous demander un mot de passe. Attention, le clavier est en QWERTY les amis, attention. Donc mettez un mot de passe que vous vous souvenez, qui ne changera pas entre le QWERTY et l'AZERTY, parce que quand vous serez sur votre interface, vous serez en AZERTY. Par contre, le mot de passe lui sera en QWERTY. Donc une fois qu'on a mis le mot de passe, on tape sur OK et là l'installation commence. Elle va être quand même assez longue en fonction du coup des PC, en fonction de votre disque que vous avez mis sur l'installation, en fonction de la clé USB, si vous êtes sur un port USB 3 ou si vous êtes sur un port USB 2.
Ça peut prendre plus ou moins de temps, il y a plusieurs facteurs qui rentrent en compte, donc attention, ne vous prenez pas la tête, allez vous faire un café, le temps de l'install, vous avez le temps. One eternity later. Une fois l'installation terminée, pensez bien à retourner dans le BIOS pour pouvoir justement enlever le boot au niveau de la clé USB, donc ne pas redémarrer sur la clé USB d'installation, mais bien de redémarrer sur votre disque dur. Donc même étape que pour pouvoir la sélectionner, sauf que cette fois-ci, vous allez mettre UEFI avec le disque du coup donc de votre NAS directement. Au moins vous serez tranquille et ça vous permet de pouvoir repartir sur votre install et non pas de repartir sur la clé USB de démarrage. Une fois qu'il a redémarré, vous allez avoir quand même pas mal de choses qui vont rentrer en compte. Ça va faire quand même pas mal de chargement aussi. Vous risquez d'avoir des petits points avec des petites étoiles, etc. En fait, entre temps, c'est simplement du coup du chargement et de la configuration en fonction du coup de votre système. C'est normal après le premier redémarrage. Cependant, à la fin de toute cette ligne-là, on va avoir apparaître un menu et du coup la console de démarrage, donc la console de gestion qui, elle, vous donnera accès manuellement, donc directement sur le NAS, à la configuration réseau, à la configuration en fait en VLAN ou autre. Voilà, vous allez avoir pas mal de possibilités de configuration, mais très clairement, on va pas les utiliser sur NAS directement. On va pour ça du coup se mettre directement sur l'interface web. Et là, il vous le dit, il vous le montre, comme quoi vous avez du coup une interface web avec l'adresse IP qui est située tout en bas. Donc là, je le grossis en fait au niveau de la vidéo, mais vous allez voir qu'on va se connecter avec l'adresse IP suivante, donc 192.168.0.48. Ça va être notre adresse IP pour l'instant temporaire, parce que du coup c'est une adresse IP dite automatique qui s'est adressée sur le réseau via la communication de votre routeur, mais au final ça vous permettra après de vous connecter directement sur le NAS via cette adresse IP. Et maintenant l'installation est terminée et on passe à la configuration sur le PC. Donc là on se retrouve directement sur mon PC, on va passer à la configuration. Donc on va ouvrir un explorateur, on va simplement taper donc dans la barre de recherche notre adresse IP au niveau du NAS. Là on va tomber sur l'interface donc de connexion et de login de TrueNAS. On va taper notre mot de passe root comme on l'avait justement eu. Dans l'identifiant ce sera root et le mot de passe c'est celui que l'on a mis lors de l'installation. Et donc là on se retrouve sur le dashboard donc de notre NAS, de TrueNAS. Vous voyez quand même qu'il est bien complet, que visuellement parlant il est quand même assez attractif, ça c'est quand même assez agréable. Là on a l'utilisation donc moyenne de notre CPU, ici on va avoir la partie de la mémoire. Vous voyez que même avec 4 Go, j'ai quand même encore 1 Go 6 du coup de libre et de mémoire non utilisée. Donc en soi, pour simplement du stockage, pour l'instant, ça suffit largement d'avoir 4 Go. Ici, vous avez l'information système, ça va être toute la partie du coup mise à jour et version de TrueNAS que l'on a à l'heure actuelle du coup sur notre NAS donc d'installer. Et ici, l'interface réseau. Dans un premier temps, ce que l'on va pouvoir faire, c'est si on veut, c'est changer la langue. Moi personnellement, je l'ai déjà configuré en français. Vous pouvez le configurer comme vous voulez du coup vis-à-vis de la partie de la langue. Première étape que l'on va faire, on va créer un utilisateur. Comme là, vous pouvez le voir, on a du coup déjà notre route qui est créée. On va simplement en créer un nouveau. Donc le nouveau, moi je vais simplement taper MT. Au niveau du mot de passe, je vais mettre un mot de passe qui est quand même assez simple là, même si c'est un mot de passe que j'utilise de façon générale en fait dessus. On va tout simplement laisser tout le reste par défaut, en sachant qu'il va créer un groupe primaire, donc un groupe de base du coup, il va le créer un groupe MT. Donc ça, pas tellement grave, de toute façon on va en créer un autre après, si on veut créer par exemple un groupe de partage famille. De plus, par exemple, j'ai envie de créer un autre utilisateur, je vais mettre en fait un tonton par exemple, mot de passe, allez 4.0, et lui de même, on va laisser la partie du coup tonton en fait créée. On va aussi créer Tata pour pas te faire jaloux, hop, tout ça. Et on a là déjà de base créé nos différents utilisateurs. Il n'y a pas grand chose de compliqué en soi. Là on a nos 4 utilisateurs, donc MT, Root, Tata et Tonton. On va aller dans un groupe. Donc là on va trouver les 3 groupes, donc MT, Tata et Tonton, parce qu'ils ont été créés par défaut. Ce que l'on va faire, c'est qu'on va jeter un groupe qui lui va s'appeler famille, dans lequel on va regrouper après Tata et Tonton. Voilà. Et dans ce groupe là, une fois que c'est créé, on va simplement cliquer sur la flèche du bas, ajouter des membres. Au niveau des membres, on va aller chercher donc Tata et Tonton. Toc. Ici, on a Tonton. Ici, on a Tata. Voilà, on enregistre et du coup, Tata et Tonton font partie de notre groupe d'utilisateurs famille. Même s'ils ont eux aussi un groupe d'utilisateurs à eux à part entière, finalement, ils ont aussi et ils font partie de famille. Donc, on va pouvoir faire des autorisations sur le stockage. On va pouvoir dire que famille, tout simplement, c'est autorisé pour Tonton et pour Tata
et on est tranquille. Maintenant, ce que l'on va passer, c'est qu'on va passer à la configuration réseau et du coup pour la partie réseau, comme là vous pouvez le voir. Là ici au niveau des noms que vous avez, donc on a bien l'adresse IP sur laquelle du coup on se connecte avec la passerelle donc qui est en 24. Là ici on a donc le routeur de base, donc l'adresse du coup de notre routeur, donc moi qui est tout simplement en fait de ma box. Et là ici on a les noms de serveurs en DNS. Je vous conseille de les rentrer ceux-là, que ce soit 1.1.1.1 et 8.8.8.8.8. C'est tout simplement les DNS de TrueNAS Core et le DNS de Google. C'est ce qui vous permet à vous d'avoir une configuration et de pouvoir après donner l'accès à Internet à votre NAS. C'est en soi ce qui est quand même assez simple. Pour ça, vous allez dans configuration globale, vous rentrez ici donc les serveurs DNS que vous le souhaitez. Moi, là j'ai mis en plus la passerelle par défaut, donc celle qui correspond à ma box. Pour la trouver, vous faites ipconfig et vous l'avez totalement en bas. Et là, vous avez le nom du coup au final de l'hôte et le nom du NAS qui s'appelle tout simplement TrueNAS. Après, vous faites enregistrer et c'est bon. Moi, j'ai pas d'autres paramètres à enregistrer, donc techniquement, c'est déjà fait. Après, il n'y a pas grand chose en fait à toucher dessus parce que tout est à l'heure actuelle déjà fait. Au niveau de l'interface ici, donc on a toute la partie du coup physique. On va pouvoir la modifier si on veut. Alors, moi, à l'heure actuelle, du coup, est-ce que est de base, vous, en termes d'options, normalement, le DHCP est directement intégré. Le seul problème du DHCP, c'est que dans le cas où vous avez une coupure ou autre, en fait, ça va être un adressage automatique fait par votre routeur, donc par votre box, de votre NAS. Ce qui fait qu'après, vous risquez d'avoir une perte, du coup, de connexion et que vous n'allez plus pouvoir vous y connecter avec votre adresse IP, donc le 192.68.0.x, en fonction, du coup, de l'adresse IP que vous avez adressée. Et donc, pour ce faire, on décoche cette partie-là et on ajoute une adresse IP ici qui est 192.168.0.x. C'est celle que vous voulez donner et qui est disponible sur votre plage du coup de connexion. Une fois qu'après vous l'avez ajouté, vous faites tout simplement ajouter, appliquer et c'est terminé. Là déjà en termes de configuration réseau, on est quand même pas mal et comme vous pouvez le voir ici, il nous demande du coup si on veut tester les changements. Vous avez 60 secondes pour tester les changements. Maintenant on va s'attaquer au volume et au niveau du stockage. Là vous pouvez voir comme quoi j'ai rien. J'ai tout simplement aucun volume. Du coup, je vais en ajouter. On va faire créer un nouveau volume. Je crée un volume. Là, ici, on voit comme quoi j'ai mis deux disques du coup d'1 Tera 8. Je les sélectionne tous les deux. Je les fais basculer sur la droite où là, ça va être du coup les disques VDEV. Là, ça va être la partie disque de données. On va lui mettre un nom. Donc là, moi, je vais mettre storage en fait pour la partie stockage. On peut chiffrer si besoin. Personnellement, je vais pas le faire parce que je vais pas avoir de données ultra importantes en fait à l'intérieur. Donc ça, voilà. Ici, vous avez du coup en fait ajouté des VDEV. C'est par exemple s'il vous reste d'autres disques. Donc je vais faire la simulation par exemple avec celui-ci. En gros, on va pouvoir l'utiliser soit en disque de données, soit en disque de cache, soit en disque de log, soit en hotspare. Le hotspare, qu'est-ce que c'est? C'est simplement l'insertion d'un disque du coup en fait X à l'intérieur de votre NAS qui va vous permettre, dans le cas où vous avez un disque qui est défectueux, que lui, hop, prenne sa place le temps qu'il y a un changement. Donc ça va vraiment faire la copie, ça va vraiment prendre sa place. Voilà, c'est quelque chose qui sont à utiliser. Les métadonnées et les dedumps, très clairement, du coup pour l'instant, je vais pas vous expliquer ce que c'est parce que du coup ça, enfin voilà, ça sera pas un réellement grand intérêt du coup pour la vidéo, mais en sachant, sachez que du coup vous avez quand même pas mal d'options en ajoutant des disques. Là, moi, on va rester dessus. Et là, directement en bas, alors ça, c'est vraiment caché. Je trouve ça un peu nul, mais bon, c'est vraiment caché. Il vous propose directement, en fait, les types de RAID que vous pouvez faire. Donc là, entre le RAID 0 et le RAID 1, donc nous, on choisit la partie miroir pour la sécurité. Personnellement, je vais bénéficier certes que d'1 Tera 82 du coup de stockage, mais au moins, je vais avoir sécurisé l'intégralité de mes données. Même si elles sont pas importantes au point où je les chiffre, au moins, elles sont quand même importantes au moins pour que je les conserve. Donc ça, c'est important. Je fais confirmer et créer le volume. Et là, vous avez 5 à 10 minutes en fonction de vos disques et en fonction de votre connexion à attendre pour la création des disques et du volume. Notre groupe de disques est maintenant créé. Notre RAID, il est fait à l'heure actuelle. Donc là, ça va être assez sympathique. On va pouvoir créer ce qu'on appelle des datasets. Un dataset, pour vous faire simple, c'est tout simplement finalement une partition ou un dossier que l'on va dire en fait en mode je veux le partage. Voilà, pour faire simple, ça va être ça. Donc en gros, on fait ajouter un dataset. Là, on va créer un dataset, par exemple, je vais l'appeler Tata pour qu'elle puisse utiliser. Vis-à-vis, par contre, là, du type de partage, attention, on est de base en fait en générique, mettez-le en SMB. Le SMB, du coup, c'est ce qui vous permettra de pouvoir être lu sur Windows et du coup de pouvoir être partagé et reconnu sur Windows. Donc ça, faites attention. Surveillez-le bien et faites-le bien parce que là par contre si vous restez en générique vous n'arriverez pas à le voir par Windows.
Là, on a le dataset Tata qui est fait, donc du coup, je vais juste en créer 3 autres, donc un pour moi et un pour Tonton. Comme ça, au moins, on aura tout. Voilà, donc là on a nos 3 datasets qui sont effectués. On a déjà fait du coup nos comptes, que ce soit en fait avec les utilisateurs ou les groupes. Et donc là, ce qui va être important, c'est quand vous cliquez sur les 3 petits points, donc là je vais sélectionner les datasets MT, je vais pouvoir du coup modifier les autorisations. Quand je modifie les autorisations, au final, ça nous permettra de déterminer, par exemple, qui everyone a une autorité, en fait, est autorisé, par exemple, à le voir ou autre. Ça va permettre de pouvoir, en fait, gérer qui a le droit de voir quoi, qui a le droit de faire quoi. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on fait ajouter un élément, en fait, ACL. On va dire qui, donc dans qui, on va mettre tout simplement utilisateur. On va après sélectionner dans les utilisateurs qui a le droit de faire quoi. Donc là, par exemple, je vais mettre Tonton. Sauf que Tonton, il est tout simplement refusé d'accès en fait. Donc là, typiquement, avec du coup le type d'autorisation, là, à l'heure actuelle, il n'a tout simplement pas d'accès en fait sur le NAS ou au même titre, en tout cas, à la partie en fait MT directement. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi ajouter en fait qui, je vais dire Tata. Parce que justement, j'ai pas envie que Tata, elle y soit en fait sur mes dossiers et qu'elle puisse avoir tous mes dossiers. Donc type d'autorisation, refusé. Là maintenant, on va aussi sélectionner un groupe. Donc là, je vais mettre en fait directement groupe. Je vais sélectionner le groupe en fait à l'intérieur et ça va être notre groupe qui va s'appeler famille. Où là, je leur dis aussi qu'ils n'ont aucun accès chez moi. Une fois que j'ai fait ça, j'enregistre du coup les informations et là techniquement Tata et Tonton n'ont pas accès du coup en fait à MT. En gros, vous avez compris le concept, vous avez simplement besoin après vous de manager. Bon, je vais pas le refaire pour Tonton, etc. Mais en tout cas, voilà, vis-à-vis du coup de la partie datasheet, là techniquement on a créé et on a fait nos autorisations en fonction des volumes, en fonction des dossiers. Là maintenant, ce que l'on va faire, ça va être toute la partie en fait partage. Donc on va dans partage Windows SMB. On va faire un ajout, donc là on va ajouter. Au niveau du coup du chemin, on va sélectionner storage, on va mettre un partage du coup pour MT. Au niveau des défauts, par contre, là ce que l'on va faire, c'est on va mettre multi-protocole AFP SMB. Pourquoi AFP SMB? C'est simplement parce que ça vous permettra d'être partagé et d'être lu sur du Apple comme du coup sur du Windows. Imaginez-vous, vous avez quelqu'un qui vient en fait chez vous et qui a un Mac, ça vous permettra de pouvoir être lu aussi et de pouvoir partager des dossiers sur du coup Apple et ne pas être embêté pour ça. Ça, pour la vérification, c'est très simple. Après, il suffit simplement d'aller sur un Mac, d'aller dans les partages en réseau et de l'ouvrir, de taper le mot de passe que vous avez émis du coup pour la session et vous serez tranquille. Vous allez avoir justement le partage d'effectué. Là, on a créé la partie MT, on va faire la même chose du coup pour les deux autres. Donc, on reclique ici, on prend Tata. On va faire du coup multi-protocole SMB, hop. Et on enregistre. Et donc là, on a terminé sur la partie partage. On a créé du coup nos différents utilisateurs, créé notre groupe famille, créé du coup nos partages en fait généraux. On a aussi fait toute la partie configuration réseau. Donc techniquement, notre NAS, il est là, prêt à être utilisé. Comment on va faire pour vérifier du coup si notre NAS est prêt à être utilisé? On va tout simplement le tester. Donc vous descendez en bas sur la barre des tâches, vous faites exécuter, vous tapez votre adresse IP ici, vous faites OK. Vous allez avoir une fenêtre qui s'ouvre techniquement où là du coup on a accès aux 3 datasheets donc préparés, donc MT, Tata et Tonton. On a dit comme quoi MT il n'avait pas le droit du coup d'aller voir ce qu'il y avait chez Tata et d'aller voir ce qu'il y avait chez Tonton. Donc techniquement si je clique, on me dit contacter administrateur réseau pour demander un accès. Pareil du coup en fait chez Tonton parce que je n'ai pas le droit d'y aller. Par contre j'ai le droit d'aller chez moi donc MT et là au moins je garde du coup tout mon aspect en fait général. Cependant, du fait que je suis aussi l'administrateur, je suis sur la partie route, je peux me connecter du coup en fait avec un autre compte ou tout simplement créer un autre compte administrateur pour y avoir aussi accès parce que du coup c'est moi qui bénéficie, j'allais dire, des pleins pouvoirs en fait de l'ordre du coup et que je peux faire finalement tout ce que je veux. Là, si j'ai besoin, par exemple, je vais, je sais pas moi, tout simplement copier un dossier donc qui est la prochaine vidéo modding par exemple, hop, je l'ai posé dedans, je l'ai et je vais pouvoir après y avoir accès sur n'importe quel PC. Par contre, comment on va faire après pour pouvoir les retrouver plutôt qu'à chaque fois faire exécuter ou autre? En fait, première chose qui est toute simple, on va tout simplement faire un clic droit et créer un raccourci vers le bureau. On fait oui et là on a notre raccourci qui est effectué. Donc je ferme cette page là, hop,
et j'accède directement au dossier MT. Donc là, à l'heure actuelle, notre NAS, il est fonctionnel. On n'a aucun souci vis-à-vis de la partie copie. On peut récupérer nos fichiers, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Seule différence, c'est que justement, on va après avoir besoin de pouvoir possiblement y avoir accès à distance, que ça soit du coup sur son téléphone ou que ça soit du coup sur un autre PC, mais sans être chez soi. C'est ce qu'on verra dans une prochaine vidéo, au même titre que du coup l'upgrade en fait du NAS. Vous allez voir, ça arrivera je pense courant juin, juillet, pour justement permettre derrière que vous puissiez aussi prendre vous la main dessus et vous faire vos idées. N'hésitez pas à me dire du coup justement si cette vidéo vous a plu ou pas. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous aura permis de faire et de créer ou de recycler tout simplement une vieille bécane pour en faire un NAS et un serveur de stockage chez vous. J'espère ne pas avoir été trop confus. C'est une vidéo que j'ai retournée plusieurs fois très clairement parce que justement c'est quand même pas évident d'aborder ce sujet et la vulgariser du coup à 100% pour que tout le monde puisse comprendre. Pour toutes les personnes qui sont vraiment plus au-dessus en termes de niveau, c'est normal que du coup je le vulgarise comme ça, d'accord? C'est pour que justement tout le monde puisse comprendre et donner une base. Si vous souhaitez en savoir plus sur la partie NAS, sur la partie configuration, ce que vous souhaitez vraiment qu'on aille vraiment plus loin et qu'on utilise vraiment le NAS et qu'on voit quelles sont ses limites au niveau de l'OS ou autre, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire ou sur mes différents réseaux sociaux. Comme ça, on en fera un live sur Twitch. Alors pourquoi pas faire carrément un live où je les commence en début d'après-midi et on peut être tiré jusqu'à 2h ou 3h du matin et ça, il n'y a aucun souci. Mais que justement, on puisse aller chercher vraiment loin et qu'on puisse voir quelles sont toutes les possibilités, les tester et voir quelles sont les limites de chacune de ces possibilités-là. Franchement, ça m'intéresse. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et à ce moment-là, même carrément le live, je le reprendrai et je le re-uploaderai du coup sur YouTube et je le mettrai dans le lien en description dans le cas où il est fait, en fonction du moment où vous regardez cette vidéo-là. Mais dans le cas où il est fait, je le mettrai directement en description YouTube avec une vidéo non répertoriée pour que justement vous puissiez voir qu'est-ce qui vous conviendrait, quelles sont les différentes options qu'on peut faire au mieux avec ce type de configuration-là. Sur ce, je pense que j'en ai déjà trop dit. N'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux sociaux. De toute façon, ils s'affichent juste là. N'hésitez pas à me suivre non plus sur Twitch où je reprends les lives. Et on va faire 2-3 petits trucs beaucoup plus tech en fait derrière et beaucoup plus avancés que sur la chaîne parce que du coup, ça reste une chaîne qui est dédiée à la partie vulgarisation et grand public. Donc, n'hésitez pas à venir du coup sur Twitch non plus si vous souhaitez aller plus loin. Sur ce, je vous dis à la prochaine. C'était MT. Salut!